10h, 11h30. Véronique Tiberghien sur la première. Nous allons ouvrir notre dossier du jour un tout petit peu en retard, mais on va y passer quand même le temps qu'il faut à cet ouvrage. Maintenant qu'ils ne sont plus là, c'est paru chez Care Éditions. Le deuil après une agonie, un suicide ou une euthanasie. Vous allez pouvoir réagir d'ailleurs si vous voulez apporter votre témoignage par SMS au 60 31 75 centimes le message. Ce sont des messages courts par SMS. Si vous voulez plus longuement témoigner, vous n'hésitez pas par courriel par exemple, tendancepremière@rtbf.be ou tout simplement en allant sur la page Facebook de notre émission. L'auteur, enfin l'un des deux auteurs de cet ouvrage, c'est le docteur Yves Deloche qui est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Un ouvrage coécrit avec Guylaine Liétard. Préfacé par deux personnalités. Alors il y a monsieur Vincent Engel qui y a participé. Et alors, ce qui m'a interpellée, c'est que lui dit « Moi, je veux l'acharnement ». Mais il a cette vision particulière aussi, du coup, sur les personnes qui ne le demandent pas. Et donc c'est un beau témoignage qu'il vous livre là. Et puis Wim Distelmans également, qui est oncologue engagé dans les soins de fin de vie. Et cet ouvrage, c'est encore une fois comme votre précédent ouvrage. On s'était vu d'ailleurs pour l'occasion. Docteur, rendez-moi ma liberté. Ce sont des témoignages. Dans le précédent, les témoignages étaient plutôt ceux de personnes atteintes de maladies incurables qui avaient demandé qu'on les aide à mourir. Il y avait beaucoup d'ailleurs de personnes de nationalité française. Aujourd'hui, ce sont les accompagnants qui vous livrent leurs témoignages, et ça nous permet de faire un focus vraiment sur le rôle des accompagnants dans la fin de vie. Merci beaucoup, d'abord madame, de me recevoir. Je ne vous ai pas oublié, bien entendu. Et évidemment, un très grand merci à madame Liétard qui a recueilli pendant des mois tous les témoignages que je lui apportais, qui les a mis en forme. Oui. Et sans elle, je n'aurais jamais écrit ce livre. Et c'est vrai que ce livre, qui sera mon dernier, est centré sur les accompagnants qui sont souvent mis au second plan et qui en fait sont en première ligne. Ils sont au chevet de ces personnes gravement malades pendant des mois. Et les circonstances très différentes dont se passe la fin de vie, ces circonstances peuvent aggraver ou améliorer le traumatisme du deuil. J'ai été très frappé depuis quelques années que je fais ça, de voir comment se comportaient les proches, les familles, les amis, après une très longue agonie, avec un décès dans des conditions épouvantables, après des suicides, et après des patients qui demandaient l'euthanasie. Et j'ai essayé de recueillir ces témoignages de tous ces gens, et c'était évidemment très différent. Et c'est ça que j'ai concentré dans la première partie du livre. Je suis très content que M. Distelmans, qui est très connu dans la partie flamande du pays, m'ait aidé, m'a donné des renseignements, et puis on a terminé par les articles de loi pour les juristes. Alors c'est vrai qu'il y a trois parties. La première partie, ce sont des témoignages que vous mettez en lumière de personnes qui ont accompagné un proche en fin de vie. Un proche qui avait à chaque fois demandé à ce que la fin de vie, et alors quand il s'agit de Français évidemment, la fin de vie soit en tout cas apaisée et faite et réalisée dans la dignité, et qu'ils ne l'ont pas obtenu parce qu'il y a une forme d'interprétation de la loi Leonetti en France, Claes Leonetti, sur laquelle on va revenir, qui visiblement ne laisse pas beaucoup d'espoir aux personnes qui demandent au moins à être accompagnées, ou bien alors des personnes qui ont vraiment vécu ça comme une violence. Et dans la deuxième partie, c'est aussi un aspect intéressant, ce sont les témoignages de personnes qui ont accompagné une personne en fin de vie qui ne pouvait pas obtenir un départ dans la dignité et qui ont choisi une mort violente, souvent le suicide, qui n'est pas non plus accompagné en France. Et cela montre à quel point la violence de ce refus d'accompagner la fin de vie est vécu par les proches au plus profond d'eux-mêmes et laisse des traces des années plus tard, des traces indélébiles. Il y a des témoignages qui sont vraiment très forts, où on se pose la question de savoir, mais comment les médecins peuvent-ils refuser à ce point ou s'aveugler à ce point sur la fin de vie? Vous avez très très bien résumé le fond de ma pensée et ce qui ressort, je crois, de ce livre. Je pense que nous sommes tous, et pas uniquement les médecins, des êtres humains.
Et moi, je suis très sensible au problème de la souffrance. Et il m'est incapable de dire non à un patient atteint d'une maladie grave et incurable et de lui dire « revenez l'année prochaine ». Ce qui est un peu la base de la loi Leonetti. Actuellement, donc, ils acceptent en France les sédations profondes et terminales que chez des patients en phase avancée. Et donc, moi, j'ai reçu, je le dis dans le livre, on peut parler d'Hélène, qui avait cette grave maladie de Charcot. C'était d'une émotion terrible, même pour moi. Mais la maladie de Charcot n'entraîne pas la mort à brève échéance. Elle me suppliait, elle me dit « Je ne peux pas continuer à étouffer ». Elle n'avait que 30 ans. En France, la loi Leonetti ne permettait pas de l'euthanasier. Il m'était incapable, sinon j'aurais arrêté mon métier, de lui dire « Revenez dans un an ». Vous voyez, des cas comme ça, la France doit absolument évoluer. On parlera des oppositions, etc. après. Parce qu'il y a une forme d'hypocrisie dans cette loi classe Leonetti qui date de 2016, c'est qu'elle est tellement vague qu'elle laisse une surinterprétation démesurée dans le chef des médecins, mais qu'en plus il se retranche derrière des décisions qui doivent être collégiales et où finalement une espèce de consensus dans cette collégialité reste impossible. Et donc, en attendant d'arriver à pouvoir négocier ce genre de choses, eh bien les malades en arrivent à ne pas bénéficier du tout de sédation pour les aider à passer cette fin de vie. Et vous avez plusieurs témoignages où les personnes, on le sait, c'est une question parfois de 3 jours ou de quelques heures, et on leur refuse la sédation. C'est exact. C'est terrible. Je crois que tout le monde, vous comme moi, nous désirons mourir sans souffrir et dans la dignité. Et je vois arriver ces patients de France, je ne veux pas attaquer tous les médecins français parce qu'il y en a qui sont formidables, dans des ambulances, je le dis, j'ai fait des consultations dans des ambulances et c'est quelque chose que nous, médecins belges, nous ne voulons plus voir. Et il faut absolument que la France progresse. Elle est de plus en plus entourée de pays qui légalisent, qui dépénalisent l'euthanasie. Et cette hypocrisie, comme vous dites très bien, la sédation prolongée et terminale, c'est une euthanasie, pour moi, qui ne veut pas dire son nom, évidemment. On sait très bien qu'au bout du bout, le patient va mourir. Mais au bout du bout, le patient va d'abord être non alimenté, il ne pourra plus boire, et ça peut durer plusieurs jours. Voilà. Vous avez des médecins quand même qui expliquent aux proches, les proches voient leur être cher dans une souffrance qui est réelle, et vous avez des médecins qui leur disent non, ils souffrent pas en fait. Oui, ça c'est terrible. C'est terrible. J'ai participé au chevet d'un malade avec des chefs de service qui disaient mais non, le patient ne souffre pas. Je ne veux pas être plus prétentieux, mais la souffrance se lisait sur le visage, même s'il ne pouvait plus parler. C'est affolant de voir comme quoi les médecins français, et parfois les Belges aussi, n'arrivent pas. C'est ce que je dis toujours. On doit faire un effort pour essayer de se mettre à la place de celui qu'on a en face de nous. Et écouter les proches. Les proches. Et donc, il y a des oppositions terribles. On reviendra sur les causes, pourquoi la loi Leonetti ne progresse pas, mais je vous préfère écouter et répondre à vos questions. Oui, c'est important parce que, vous le dites vous-même, on n'a plus envie, nous, les médecins belges et les médecins suisses sont dans la même situation, de voir arriver ces patients français chez nous dans des situations déplorables, devant faire des déplacements aussi qui amènent beaucoup de souffrance et ce genre de choses. Mais vous dites, aujourd'hui, on voit aussi les patients de Grande-Bretagne qui nous appellent. Donc, c'est tous ces pays qui, aujourd'hui, ne se posent pas véritablement la question de la fin de vie dans la dignité, ou qui répondent sans y répondre, en réalité, qui, aujourd'hui, mettent des personnalités dans un embarras monstre, parce que les médecins belges, normalement, ne devraient même pas gérer ça. Je ne veux plus, on n'a plus envie, j'ai déjà un âge certain, la Belgique ne veut pas devenir le mouroir des pays qui ne veulent pas progresser dans des lois sur les soins de fin de vie, etc. Bon, pourquoi il y a des oppositions ? Pourquoi il y a des oppositions ? Une amie française m'a dit quelque chose qui m'a interpellé. Il y a l'or blanc.
j'avais pas encore entendu cette expression. En fait, l'or blanc, ça veut dire tout ce qui tourne autour des patients âgés qui ont des cheveux blancs. Et je ne connaissais pas cette image. Bravo à cette dame que j'aime beaucoup. Et en fait, l'or blanc rapporte beaucoup. Quand on parle d'or blanc, il y a les lobbies pharmaceutiques, bien entendu, il y a les EHPAD, les maisons de repos, etc., etc. C'est une des grandes causes d'opposition. Il y a la lâcheté des dirigeants politiques, des gouvernements, et il y a aussi, évidemment, les religions, les 3 religions monothéistes, qui font qu'il y a des oppositions... Ouais. Continue à progresser. Il y a des raisons politiques en France, etc. Il va y avoir des élections, etc. Bon, et voilà, ce sont les grands... Aujourd'hui, en France, il y a des grands noms qui s'expriment aussi, notamment la chanteuse Françoise Hardy, qui le dit clairement qu'elle va partir, elle va quitter la France pour aller mourir ailleurs, dans la dignité, parce que elle ne peut pas, évidemment, supporter cela. Il y a d'autres personnalités aussi aujourd'hui qui s'expriment, et pourtant, on a l'impression que ça n'avance pas. Maintenant, vous avez votre 3e partie qui, elle, est consacrée à la libération, c'est-à-dire au cas où l'accompagnement de fin de vie se fait dans la dignité. Les personnes ont obtenu soit une sédation profonde et prolongée, soit l'euthanasie. Et vous racontez l'impact sur les proches, ce qui nous donne un effet miroir. Pour autant, vous n'enjolivez pas la chose non plus. Vous dites qu'il y a des limites aussi à la loi belge, notamment pour les accompagnants. Et je vous propose d'y revenir juste après une page de publicité. Tendance première. Nous sommes avec le docteur Yves Deloche et Maintenant et qu'ils ne sont plus là, c'est paru chez Care Éditions, un livre qui recueille les témoignages des accompagnants de ses proches en fin de vie et parfois même des années plus tard pour nous faire comprendre quelle est la trace laissée lorsque cet accompagnement est réalisé dans la dignité, dans le respect de l'autre ou quand il ne l'est malheureusement pas, avec les traces et les conséquences que cela peut avoir pour ceux qui restent. Hugues, en tant que médecin, nous dit-il, je n'ai jamais eu durant mes 40 années de pratique comme généraliste de demande d'euthanasie. Oui, non, c'est pas non plus des demandes qui sont en énorme nombre. Non, ce ne sont pas des demandes énormes. Évidemment, depuis que les Français, sans prétention de ma part, me connaissent un petit peu, je reçois quand même chaque semaine des demandes de patients étrangers, surtout des Français. Maintenant, j'ai reçu des demandes de patients anglais aussi. Et donc, ce sont des demandes. C'est pas pour ça qu'on va aller jusqu'à l'euthanasie, mais le patient français nous téléphone, nous envoie un mail et nous explique sa situation. Parfois, il y a des demandes complètement farfelues. Je suis poursuivi par la police. Vous dites. Je le dis. Mais donc, le patient français demande, on leur explique les conditions sévères de la loi belge, ils font des centaines de kilomètres pour venir nous voir, on ouvre un dossier. Et c'est pas pour ça qu'on ira jusqu'à l'euthanasie, et on leur dit, ok, vous entrez dans le cadre de la loi belge, il est possible qu'on puisse aller jusqu'à l'euthanasie. Ils sont déjà tellement soulagés. C'est incroyable. J'oublie pas des patients gravement malades qui restent même un peu à Bruxelles pour visiter la ville. Peut-être pas maintenant, mais c'est fantastique. Et tous me disent, on est soulagés. Ils partent en souriant. Le fait d'avoir le choix, ça change beaucoup. Ils ne sont plus angoissés. Ça, vous en aviez beaucoup parlé dans votre premier ouvrage. C'était l'idée, le simple fait de se dire, si je veux, je peux. Voilà, ils reprennent leur traitement. Parfois, je n'entends plus parler d'eux. Et alors, pour reparler de l'euthanasie, au moment où on fait, eux, ils partent en souriant. Ils disent merci. Les autres pleurent, évidemment, tombent dans les bras du médecin. Moi, par exemple, et je pleure avec eux. L'émotion reste toujours très forte, avec cette sérénité. Qu'on a rempli le contrat. Alors je reprends le témoignage de Hugues parce que c'était juste la première phrase. Il nous dit que s'il n'a pas eu de demande, c'est probablement dû au fait que celle-ci n'a été légalisée qu'en 2002. J'aurais été bien embarrassée car je suis évidemment très attachée au respect de la vie d'autrui, mais aussi à la liberté de chacun de disposer de sa propre vie et d'y mettre fin lorsqu'elle est devenue insupportable. Et ceci même pour les chrétiens dont je suis, car si Dieu nous a donné une totale liberté, c'est aussi dans ce domaine et aucun humain ne peut juger de ce que les autres font de cette liberté pour autant
autant qu'eux-mêmes respectent celles de leurs semblables. Encore faut-il bien s'assurer que c'est une volonté totalement exempte de toute influence extérieure, parfaitement consentie, et que tout a été fait au préalable pour soulager, accompagner et soutenir efficacement ceux qui arrivent au terme de leur vie dans un esprit de profonde humanité à laquelle chacun aspire. C'est d'ailleurs, ce sont les termes en partie de la loi en Belgique, mais surtout ce que vous dites, c'est que cette loi, elle a ses limites. C'est pas du tout un livre angélique sur ce qu'on fait ou ce qu'il est possible de faire en Belgique. Vous dites, cette loi, elle a ses limites. D'ailleurs, certains médecins en Belgique refusent de l'appliquer, et en général, c'est leur droit, et nous devons le respecter aussi. Mais ce que vous expliquez, c'est que, par exemple, dans la loi, les accompagnants, justement, les proches, sont pas suffisamment pris en compte. Vous avez tout à fait raison. C'est en partie pour ça que j'ai écrit ce deuxième livre. Je ne veux pas recevoir des patients sans leur demander s'ils ont des proches, s'ils ont une famille. Je trouve que le dialogue reste fondamental, parce que les proches ne sont pas toujours d'accord avec la demande du patient gravement malade. Donc je pense que les rencontrer, leur expliquer ce qui se passe, la souffrance de leur patient est très important. Ça peut peut-être leur permettre de préparer ce qui va se passer, l'euthanasie, 1 mois, 6 mois, et d'en parler entre eux. Et peut-être d'apaiser, c'est surtout les plus jeunes qui ne comprennent pas pourquoi le grand-père va partir alors qu'il paraît si bien. Le dialogue, je ne veux plus pratiquer d'euthanasie sans rencontrer l'entourage. C'est grâce à mon épouse d'ailleurs qui m'a poussé, et je le fais rarement, à aller rencontrer une famille française où beaucoup étaient opposés, et par un dialogue de plusieurs heures, on a apaisé ce traumatisme qui va arriver, le traumatisme du deuil. Ça a été beaucoup plus facile, si j'ose dire. Ça reste compliqué. Ça reste un deuil, avec tout ce qui va avec. Évidemment. Que ça soit euthanasie ou pas, il y a ce deuil qui va de toute façon être fait. La souffrance n'est pas exempte de ce deuil, la colère non plus. On passe les étapes comme n'importe qui, mais il y a une forme d'apaisement sur laquelle les proches peuvent s'appuyer, en ayant la sensation d'avoir fait ce qu'il fallait. Exactement. Dans le respect de l'autre. Exactement. Si on demande une euthanasie dans 1 mois, 2 mois, les familles se réunissent, parlent ensemble. Et je le dis dans le livre, on crève des abcès. Oui. Il y a souvent dans les familles des conflits. Des secrets, des choses des secrets, on met tout sur la table. Et ça me paraît fondamental, je trouve. Oui. Fondamental. Plutôt que d'apprendre, comme je le dis dans le livre, j'entre dans la chambre de mon père, il est au bout d'une corde. Pour moi, c'est épouvantable. Oui. Où il s'est jeté par la fenêtre, c'est épouvantable. Je crois que le traumatisme est bien pire qu'une longue préparation, des dialogues, etc., etc. Ça me paraît le jour et la nuit. On a le témoignage de Marianne qui nous dit « Mon papa était un homme plein de vie, mais abattu par un terrible cancer des os. Il a choisi sa fin de vie, ainsi il a mis KO le cancer aussi. Et nous avons pu être près de notre petit papa jusqu'à son dernier souffle. C'était affreux, tellement triste, mais rempli de tant d'amour. Quelle chance de faire partie de ces 4 pays où l'euthanasie est aujourd'hui autorisée. » C'est ce que dit Marianne, c'était affreux, c'était triste, mais c'était plein d'amour. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans les témoignages de personnes qui ont pu accompagner dans une forme de sérénité. C'est cette forme d'amour qui... Cette forme d'amour, de resserrement familial, ça revient chaque fois. Et les remerciements. Et puis, il faut insister, c'est une liberté. C'est une loi belge qui n'oblige personne. Tout le monde, vous, moi, nous sommes libres de choisir notre fin de vie. Le patient a décidé de mourir par euthanasie. Eh bien, les familles au début sont étonnées et puis après ça s'apaise au fil des semaines, au fil des mois. Et je vous l'ai dit, après, on a des remerciements et ça me rassure. Je sais que je n'irai peut-être pas tout de suite en enfer. Non, mais c'est vrai que... alors peut-être qu'est oublié aussi le médecin et la personne qui doit pratiquer dans cette loi, qu'une forme d'accompagnement aussi pourrait être parfois la bienvenue, ou en tout cas des plateformes d'échange entre médecins pour pouvoir soulager ce poids, parce que ce n'est
ça reste un acte qui n'est pas du tout anodin. Et comme Hugues le précisait, lui aurait été tiraillé entre ces deux formes de philosophie de vie et ces deux visions de la vie qu'il respecte, mais il aurait été forcément tiraillé. Et je pense que beaucoup de médecins refusent aujourd'hui, notamment pour ces raisons-là, que je généralise pas, mais je pense qu'il y en a qui le refusent pour ces raisons-là. On va revenir évidemment avec vous, docteur Deloche, sur votre ouvrage « Maintenant qu'ils ne sont plus là », c'est paru chez Care Éditions, le deuil après une agonie, un suicide ou une euthanasie. Reprendre aussi les témoignages de nos auditeurs qui peuvent encore nous arriver par SMS au 60 31 75 centimes le message. Par Tendance première, Véronique Tiberghien. On a Nancy qui voudrait savoir ce qu'il en est du renouvellement automatique de la demande d'euthanasie chez nous ou de la suppression de ce fameux délai des 5 ans. Qu'en est-il ? Vous dites qu'il ne l'est plus, hein ? Il n'est plus, c'est éternel. C'est ça, on fait une demande, on ne doit plus la renouveler. On ne doit pas la renouveler, ce qui était le cas il n'y a pas très longtemps encore, mais ça a changé, donc maintenant c'est bon pour toujours. C'est bon pour toujours. C'était dû à quoi ce renouvellement des 5 ans ? C'était au cas où on changeait d'avis ? C'est au cas où on changeait d'avis, mais on peut toujours changer d'avis. C'est comme une assurance incendie, on espère que ça n'arrivera jamais, mais on peut changer d'avis. 30 secondes avant de pratiquer une euthanasie, je demande toujours au patient s'il ne change pas d'avis. C'est sa décision qui compte et on n'arrête pas de lui demander. Les patients que j'ai euthanasiés n'ont jamais changé d'avis. Ils partent en souriant en disant « Merci, vous auriez dû le faire il y a 3 ou 4 mois déjà. » C'est ça. On a Maria également qui a réagi en disant « J'aimerais aussi que l'on rappelle le rôle des soins palliatifs chez nous en Belgique pour avoir pu le comparer avec d'autres pays dans des cas parfois extrêmement difficiles et douloureux. Je peux vous dire qu'en Belgique, les soins palliatifs sont véritablement à la fois humains, compréhensifs, à l'écoute, et je n'ai vraiment jamais rencontré de personnes aussi formidables que ces infirmiers et ces infirmières qui travaillent auprès de ces personnes qui sont en fin de vie. C'est vrai que là aussi, je dois dire qu'en Belgique, les soins palliatifs ont vraiment fait non seulement d'énormes progrès, mais prennent en compte une série de choses. Elles ne seraient même pas obligées de le faire, d'ailleurs. Merci à Maria, c'est excellent son témoignage. Il ne faut pas oublier qu'en même temps que la loi dépénalisant l'euthanasie, et je le dis dans le livre, il y a une loi sur les soins palliatifs et il y a une loi sur les droits du patient. Oui. Et les soins palliatifs, je travaille presque chaque jour avec eux, ils sont formidables. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Vous êtes en soins palliatifs, mais vous ne pouvez pas tout faire et empêcher quelqu'un de malheureusement décéder. Donc parfois, ils doivent avoir recours à l'euthanasie. Mais quand on compare les soins palliatifs entre la Belgique et la France, la malheureuse France, très beau pays, mais j'entends des choses épouvantables. Et en Belgique, c'est fantastique. Franchement, il n'y a aucune opposition entre eux et moi. Et alors... parce que visiblement c'est une série. On a également Mohamed qui réagissait en disant j'ai vécu longtemps au Maroc avant d'arriver en Belgique et je voudrais quand même remercier aussi une chose qui existe chez vous que je n'ai jamais vue ailleurs, ce sont les cliniques du deuil. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en Belgique il existe plusieurs cliniques du deuil qui viennent accompagner des proches, quel que soit le cas de figure de ce deuil d'ailleurs. Oui, ça existe. Je ne connais pas très bien. Je pense que c'est assez récent. Je sais que le Centre de prévention du suicide a développé l'accompagnement des gens qui ont perdu un proche par suicide, malheureusement. C'est nouveau parce que j'ai travaillé au Centre du suicide, ça n'existait pas. Donc ça se développe de plus en plus et c'est très très bien, bien entendu. Oui. Nancy nous signale qu'il y en a un à la Citadelle à Namur, au CHR de la Citadelle. Je ne le connais pas, mais c'est très bien. Et je pense qu'il y en a à Bruxelles aussi, dans plusieurs cliniques. On en a dans les témoignages aussi celui de Philippe qui nous dit « En tant qu'infirmier en Belgique, j'ai plusieurs fois été confronté à des médecins qui me demandaient de préparer la perfusion létale, mais qui me demandaient aussi de la mettre en place car l'euthanasie est contraire à leurs convictions. Ayant aussi travaillé en France, là par contre, des médecins en accord tacite avec les proches du patient prescrivaient et injectaient eux-mêmes 30 mg de morphine et une ampoule de dormicium, une manière légale de contourner l'absence de loi en la matière dans les pays où est née la Charte universelle des droits humains. Et dans votre livre, vous le dites, il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas d'angélisme, mais il y a des limites à la loi. Oui, il y a des limites. Les infirmiers, actuellement, je ne
pratique des euthanasies qu'à l'hôpital. C'est jamais un infirmier ou une infirmière qui va pratiquer l'euthanasie. C'est d'ailleurs interdit dans la loi belge. L'infirmier installe une perfusion et puis il s'en va. Oui. Il n'est pas du tout obligé d'y assister. C'est nous qui pratiquons l'injection. Je ne le fais jamais seul. Je le fais toujours actuellement avec le professeur Distelmans. Mais vous dites que c'est contraire à la loi, mais c'est contraire à la loi française pour un médecin de pratiquer l'euthanasie. Or, on sait que certains médecins essayent quand même de pouvoir aider leurs patients au mieux. C'est très complexe. Vous dites que c'est votre dernier ouvrage, mais je ne sais pas, vous pourriez en écrire un sur les médecins, justement. Ah, c'est une bonne idée, mais écrire un livre, je ne suis pas du tout un écrivain. Je le redis, heureusement que Madame Liétard m'a aidé à mettre tout ça en forme parce qu'elle écrit très bien. J'aurais beaucoup de choses à dire sur les médecins. Il n'y a pas que du mauvais, il y a du bien. Évidemment que non, oui, tout à fait. Et même les médecins français, j'ai des grands amis médecins français qui sont excellents, bien entendu. J'ai perdu mon mari récemment, mort d'un cancer après des années de combat et 40 jours d'agonie à l'hôpital. Il est mort dans mes bras après une longue nuit où il cherchait son souffle comme un poisson hors de l'eau. On me disait qu'il ne souffrait pas, mais malgré son état comateux, il criait chaque fois qu'on le manipulait. On m'a dit après sa mort que j'aurais dû demander les soins palliatifs. Depuis, je ne m'en remets pas. Je suis poursuivie par un sentiment de culpabilité. Mais ça, je trouve pas ça juste. Moi, je trouve que quand on est médecin, qu'on a à faire des choses comme ça, ou infirmier, machin, c'est au personnel hospitalier, aux médecins, aux gens qui connaissent, qui savent, de proposer éventuellement, mais pas de laisser les proches. Qu'est-ce que je fais, quoi ? En France, c'est toujours le médecin tout-puissant. En Belgique, c'est le patient et la famille. On dialogue, on dit, bon, il souffre, êtes-vous d'accord qu'on accélère un peu ou qu'on doit parler de la mort ? C'est difficile de parler de la mort, oui, évidemment, mais il est en souffrance. Et vous avez parlé du coma. On est de plus en plus persuadé que des gens dans le coma souffrent. Donc, dès qu'on a le moindre doute sur la souffrance, le médecin, qui est un peu humain, doit, avec la famille, dialoguer et demander ce qu'ils attendent. C'est ce que j'essaye de faire. J'ai une question de Philippe, je ne sais pas si vous pourrez répondre. Qu'enseigne-t-on à l'université sur le sujet ? Alors maintenant, je pense que ça progresse un peu. Moi, j'ai suivi, il y a une quinzaine d'années, des cours de formation aux soins de fin de vie. Mais ce n'était plus à l'université, c'était à l'Institut Bordet, à Bruxelles, qui n'abordait pas uniquement l'euthanasie, mais les aspects psychologiques et autres. Je pense qu'il faut une formation. Je crois que c'est pas de mon temps, bon, je suis âgé, ça n'existait pas, mais je n'aurais jamais osé pratiquer une euthanasie sans avoir suivi cette formation. Ma première euthanasie a été faite avec un professeur d'université, parce que j'étais tellement angoissé, j'ai pas dormi pendant 2-3 jours, j'ai embêté mon épouse Nathalie. C'est très dur pour un médecin. Et c'était un prêtre, en plus, je le dis dans le premier livre. Donc, ça a étonné beaucoup de monde. Mais c'est angoissant. Et même maintenant, quand je sors de là, je suis quand même un peu angoissé, triste. L'émotion reste très forte. C'est le geste médical le plus dur que j'ai dû faire dans toute ma carrière de médecin. Ça, je n'oublierai jamais aucune des personnes que j'ai dû euthanasier. Est-ce que le fait de l'intégrer dans un cursus universitaire ou autre pourrait justement, alors où on parlerait de la loi, où on parlerait, alors on n'apprendrait pas à euthanasier, c'est un acte qui ne demande pas non plus un apprentissage, mais où justement on pourrait parler de tous les atours et de tout ce qui se passe, de la philosophie, de la réflexion, de l'accompagnement et ce genre de choses. Est-ce que quelque part on ne soulagerait pas aussi parfois le corps médical qui... Oui, je pense, parce que il faudrait des cours déjà en dernière année ou en avant-dernière année de médecine, puisque nous avons une loi. Expliquer aux médecins comment l'appliquer, pourquoi, on a la clause de conscience, on n'est jamais obligé de le faire. Donc, oui, il faut une préparation. J'ai mis des années après la loi avant d'oser le faire. J'en ai parlé avec des médecins et on m'a appris, ils sont venus à côté de moi. Après une euthanasie, j'ai besoin de me détendre, j'ennuie ma femme Nathalie en répétant toujours. Il y a pouvoir rencontrer d'autres médecins, j'en parle avec monsieur Distelmans. Le dialogue, le jeu de rôle, c'est important de pouvoir soulager tout ce qu'on a en tête. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Il y a parfois des remords, j'en ai pas eu, mais ça reste un acte...
compliqué. Oui, tout à fait. Vous dites en une phrase dans votre livre, vous impliquez votre fils. À un moment donné, parce J'ai que deux fils, lequel? Olivier. Vous parlez d'Olivier en disant qu'il vous sert de traducteur dans un échange avec l'Espagne. Alors, je laisserai les auditeurs découvrir de quoi il s'agit, mais du coup, je me suis posé la question justement de savoir, parce que vous dites que votre fils a été impressionné par tout ce qui s'était dit comme échange, la richesse aussi, l'émotion, mais la bienveillance, l'amour derrière l'émotion aussi. Ça veut dire que, vous parlez de votre femme, vous partagez beaucoup avec elle, mais vos enfants? Je partage beaucoup avec eux et j'ai eu besoin de mon deuxième fils parce qu'il m'a accompagné chez une dame dont le mari a été euthanasié. Oui. Je crois que le nom est même dit dans le livre, peu importe, mais c'était des journalistes espagnols. Mon fils Olivier a beaucoup vécu à Barcelone et à Madrid, a fait Erasmus, etc. Et il comprend bien l'espagnol. Moi, je suis très mauvais dans les langues étrangères. Vous aussi, ça vous rassure. Et donc, il a été impressionné parce que nous sommes allés chez cette dame à la demande des journalistes des Canaries, d'Espagne et même de l'Argentine maintenant. Et lui servait de traducteur. Il était impressionné. Mes deux fils n'ont malheureusement plus leur maman qui est décédée il y a très longtemps, donc j'ai des bons contacts avec eux. Ils viennent régulièrement, ils sont venus hier manger chez nous, et bon, je leur ai expliqué, etc. Et mon deuxième fils comprend les langues étrangères. Et mon premier fils m'a soutenu ici avant de venir. Il m'a dit « Allez, courage, ne te perds pas. » Vous m'impressionnez quand même. Mais non, tout va bien. Mais si, vous en êtes très très bien sorti d'ailleurs. Et je trouve que votre ouvrage est parfois difficile parce qu'on ressent un peu de colère aussi quand on lit certaines personnes, la souffrance dans laquelle on les a laissées. Et puis aussi plein d'espoir. Plein de réflexions également. Et c'est vrai que les choses sont perfectibles aussi en Belgique, mais c'est presque un cri d'alarme d'un médecin belge par rapport à d'autres pays pour leur dire mais intéressez-vous à ça parce que nous, on ne peut plus. Oui, nous, on ne peut plus et c'est sûr que la loi belge peut être perfective. Il y a tout le problème des maladies d'Alzheimer qui sont très compliquées. On ne va pas en parler maintenant. La loi belge... On peut toujours s'améliorer, pour résumer, c'est certain. Mais par rapport à d'autres pays, nous avons déjà une loi et je trouve ça merveilleux. Oui. On a pu progresser. On a un joli socle. On a un bon socle. Qu'on pourrait encore améliorer, mais le socle, il est là. Il y a moyen, voilà. Docteur Yves Deloche, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Pour cet ouvrage et cet entretien. Maintenant qu'ils ne sont plus là, c'est paru chez Care Édition. Et j'ai dit une bêtise, j'ai parlé du CHR de la Citadelle en disant que c'était à Namur pour la clinique du deuil. Non, c'est à Liège, évidemment. À Liège. Que les Liégeois m'excusent. Et il y en a d'autres, effectivement, en Belgique. Donc, il y a moyen de trouver en tapant clinique du deuil. Alors, ça s'appelle pas toujours comme ça, mais ça porte des appellations différentes, mais ça existe et c'est un accompagnement très important aussi chez nous.